Bonsoir à tous. Je m'empresse de vous dire que je ne m'exprime pas en tant que membre du Collège de la Haute Autorité. Je ne représente pas la parole de la Haute Autorité, mais la mienne, toute seule, est bien propre et bien sale, peut-être. Je voulais vous dire 5 choses, pas trop longues, parce que c'est la fin de notre séance. La première, c'est pour faire un rappel sur démocratie sanitaire ou démocratie en santé. Le deuxième, c'est pour vous parler du moment 2002 quand même, parce que si on ne parle pas de ce moment-là et comment il s'est cristallisé, on rate une partie de l'affaire. Je voudrais vous parler de Rudebeuf et comment je trouve que beaucoup de nos amis nous ont abandonnés et qui nous ont un peu laissés seuls. Même si Eric n'aime pas la plainte, je ferai quelques mots de plainte parce que ça me paraît utile. Ça me paraît utile. Mais je parlerai aussi de 2 ou 3 choses que l'on pourrait peut-être faire pour redresser. Et je parlerai conformément au principe de Denver de nous-mêmes. Parce que je vous rappelle que la partition des principes de Denver, c'est on s'adresse au pouvoir public, on s'adresse aux professionnels de santé, mais il y a aussi un paquet pour nous-mêmes. Et ça me paraît très important. Le premier point sur démocratie en santé, il faut toujours penser qu'il y a 3 choses là-dedans. Il y a les droits au sens où ils ont été énumérés, d'ailleurs dans les lois de 2002, parce qu'on oublie celle du 2 janvier 2002 consacrée au social et au médico-social, mais il y a 2 textes de 2002. Et puis il y a des mécanismes de représentation des usagers dans des instances, ou bien de participation. Et puis il y a aussi des valeurs, des attitudes, des façons de faire. On a parlé ici du care, on a parlé de la bienveillance, on a parlé de la santé communautaire. Tout ça, ce sont des processus, des manières d'être, des manières de faire qui renforcent la place des citoyens. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit ces 3 éléments-là, me semble-t-il, parce qu'on peut influer différemment sur chacun de ces éléments. Évidemment, sur les droits, c'est plus facile par le recours à la loi, mais quand on va parler du care, ça passera probablement pas par là. Premier point, quand même le moment 2002, parce que c'est un drôle de moment. On a beaucoup parlé du sida aujourd'hui et de la mobilisation sida qui a conduit aux États généraux avant qu'on adopte la loi de 2002, mais il y a eu aussi une autre manière de se plaindre qui était la manière des procès. Donc il ne faut jamais oublier que le phénomène 2002 s'appuie sur quand même la rue, c'est-à-dire les mobilisations des associations de lutte contre le sida un peu partout, assez bien relayées d'ailleurs par la presse, et puis aussi des procès qui ont été intentés à ce moment-là contre des établissements à l'occasion de maladies nosocomiales, et que c'est pour répondre à cette colère de la société civile que les pouvoirs publics ont décidé de créer un moment participatif qui était les États généraux de la santé, et de se dire qu'il y avait là une substance qui devait être reprise dans la loi. Mais c'est ça, un phénomène démocratique, c'est quand une société civile se plaint de quelque chose qui ne va pas et qu'on est capable de rebondir dessus pour en faire un ajustement social au travers d'une loi. Et c'est de ça dont on parle, c'est de combat d'hommes et de femmes dans la société, dont la puissance publique se dit alors, tout ça veut dire quelque chose, et il faut qu'on en fasse quelque chose qui est un nouvel ajustement social. Je voudrais vous dire que, pour autant sur ça, et c'était mon deuxième point, les choses ont changé. L'esprit du temps n'est plus exactement le même, et il faut faire avec. Et c'est pas forcément facile. Quand je dis l'esprit du temps, c'est le retour du pouvoir médical. D'abord, je n'avais jamais cru qu'il était parti, hein, rassurez-vous. Et j'ai 1000 fois l'occasion dans ma vie d'aujourd'hui de le retrouver à ma table. Donc voilà, mais je l'ai vu, je suis la personne qui a parlé tout à l'heure de Rénalo et de l'insuffisance rénale, je peux vous témoigner ici que ce qu'ils vivent est extrêmement dur. Je n'ai jamais vu de ma vie, et je ne suis plus tout à fait jeune, de corps médical autant opposé à la volonté des patients qu'ils soignent et qui sont représentés par une association. Et je vous le confie comme ça, et ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte parce que je trouve ça inadmissible et que je crois que nous n'avons, Camille, Bruno, Cédric, jamais vu ça dans la lutte contre le sida. Nous avons quand même échappé à ça, et de revoir ça aujourd'hui, oui, effectivement, l'esprit du temps a changé. L'esprit du temps aussi, il a changé, on l'a dit, et vous l'avez dit pour certains d'entre vous, parce que le regard sur les associations de patients n'est plus le même. Il n'y a pas eu, malgré la loi de 2002, la reconnaissance du fait associatif des associations de patients, comme il y a pu y avoir pour les associations de personnes handicapées ou pour les associations
du secteur médico-social où il y a eu la reconnaissance d'un rôle dans la société. Ça n'est que très récemment qu'on peut ouvrir des centres de santé sexuelle en étant une association de lutte contre le sida. Donc il n'y a pas eu ce regard sur les associations comme étant capables de faire l'accompagnement des patients, de faire l'éducation thérapeutique. Tout ça, ça a aussi beaucoup changé depuis la fin des années 90. Je trouve que le révisionnisme opère aussi en santé. Je m'étonne de voir, par exemple, certaines personnes bien installées dire « ben non, la santé communautaire, ça n'existe pas ». D'ailleurs, il ne faut pas que ça existe parce que notre pays, la France, ne l'accepterait pas, elle le confondrait avec le communautarisme. Et donc, vous saurez que la santé communautaire, ça s'arrête comme le nuage de Tchernobyl aux frontières de l'Escaut, du Rhin, de la Dour et des autres mers qui bordent notre beau pays. Donc voilà, des outils qui sont pourtant dans le paquet de l'OMS, qui sont reconnus par tout le monde. Dans certaines institutions de santé en France, on dirait qu'il ne faut pas que ça se passe comme ça, il faut appeler ça autrement. Il faudrait appeler ça la santé participative parce que c'est plus acceptable. Non, non, la santé participative, c'est une chose. La santé communautaire, c'en est une autre. Donc il faut faire aussi attention à ça. Ce sont des choses de l'esprit du temps tel qu'il se déploie aujourd'hui. Et puis, la presse n'est plus le compagnon de route des patients et des malades comme elle l'a été pendant tant d'années, que ce soit avec Eric ou d'autres. On a plus de mal aujourd'hui à obtenir une tribune dans un journal quand on veut s'exprimer, qu'on est impatient, qu'on a des choses à dire, qu'on est mobilisé que par le passé. Vous avez vu très très peu de patients sur les plateaux de télévision à l'occasion de la crise du Covid. Les gens, au fond, n'étaient pas là. Des spécialistes parlaient pour eux en leur nom, en se demandant d'ailleurs parfois de quelle spécialité ils étaient pour avoir une parole légitime sur des sujets comme celui-là. Mais la spécialité des gens n'était pas représentée. Il n'y avait pas de rhinologue à la télévision pour incarner la parole patient ou de diplômé en vie quotidienne. Ça n'existait pas. Je pense que la place aussi des gens dans la littérature scientifique me paraît extrêmement étonnante. Même moi qui suis pourtant membre du collège de la HAS, je ne peux pas publier par exemple sur The Conversation parce que je ne suis pas un scientifique. Donc ce qu'on produit nous, hein, les associations, les gens, ce qu'on appelle le gris dans la santé, eh ben, ça n'a pas vocation à être publié, ça n'a pas vocation à être entendu. Et ça, c'est aussi un phénomène quand même tout à fait nouveau. On peut se dire qu'il y a 20 ans, c'était plus facile de dire un certain nombre de choses et de les faire entendre. Je pense qu'aussi, on a quelques difficultés sur l'évaluation en santé, sur l'expertise, sur les biens de santé. On a un très très beau modèle qui est l'Evidence-Based Medicine, mais ça a 3 pieds. Les données de la littérature, les pratiques cliniques, et puis les préférences des patients. Mais comment sont enregistrées les préférences des patients, d'où elles viennent, et surtout, quelle place on leur donne face aux autres pieds de l'Evidence-Based Medicine? Est-ce que ça compte autant, au fond, que les données de la littérature? Est-ce que ça compte autant que les pratiques cliniques? C'est un vrai sujet sur l'évaluation. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir des modèles de qualité de vie qui soient plus proches de ce que vivent les gens et qui rendent mieux compte de la vie des personnes avec la maladie? Quelle place on donne aujourd'hui dans les sciences humaines et sociales à l'expertise en santé? Quelle est la force probante que l'on reconnaît à ces sciences humaines et sociales qui sont censées refléter nos vies dans l'expertise en santé? Tout ça sont des questions qui, à mon avis, sont des questions nouvelles. Et puis enfin, la place de l'État, elle est tout à fait différente aujourd'hui de celle que nous avons connue, François. Quel est l'intérêt de l'État aujourd'hui pour une société civile? Est-ce qu'il a besoin de la société civile en tant qu'alerte, en tant qu'outil d'une politique publique bien conçue, à savoir ancrée dans la vie des gens? J'observais récemment une publication de quelques sociologues de Sciences Po sur la crise du Covid qui parlait de désapprentissage institutionnel. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un pays où on se retrouve au fond à ne pas utiliser pour gérer une crise les outils qui sont déjà installés, mais où on a besoin de mettre en place des outils spéciaux? Ça pose aussi beaucoup de questions. Voilà ce qui me semblait quand même être la deuxième chose que je voulais dire après ce que j'ai entendu, c'est que l'esprit du temps n'est plus exactement tout à fait le même. Du coup, ça m'amène à mon troisième point, de me dire qu'il faut une nouvelle régulation de la démocratie en santé pour un temps comme le nôtre et pour une épidémie comme celle du Covid, qui n'est pas une épidémie, comme vous l'avez montré, monsieur
basée sur un critère de distinction, mais ici une épidémie qui est basée sur un critère de généralité. Et évidemment, les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous êtes exclu, marginalisé, vous avez d'autres façons de vous positionner que quand vous êtes dans la normalité, quand vous êtes dans la majorité, quand vous êtes dans la généralité. Il me semble qu'il faut de nouveaux outils. Je crois beaucoup au pouvoir d'alerte, et j'en avais convaincu les pouvoirs publics pour la loi de 2016, où on a mis pour les citoyens un pouvoir d'alerte auprès de la haute autorité de santé. Mais un pouvoir d'alerte pour une autorité qui n'a pas de pouvoir d'injonction, eh bien, ça n'est pas très utile. Et je pense qu'il serait juste et légitime, pour compenser l'injustice de la maladie qui vous affaiblit, de mettre des pouvoirs spéciaux aux mains des malades, aux mains de leurs associations, pour un véritable pouvoir d'alerte qui permette aux autorités indépendantes qui en sont saisies d'avoir une injonction possible pour faire changer les choses. J'ai vécu cela avec des traitements, notamment récemment dans l'insuffisance rénale, où malgré une décision favorable, il se trouve que les traitements ne sont pas mis à disposition des personnes, et au fond, on ne peut pas demander aux gens d'aller faire un procès. Ils ont d'abord leur vie à s'occuper, ils ont d'abord leur faiblesse à gérer, et il faut qu'on compense en quelque sorte la force injuste de la loi en leur donnant des outils pour saisir des autorités indépendantes. Il y en a trois sur un sujet comme celui-là: la Haute Autorité de Santé, le Conseil consultatif national d'éthique et le Défenseur des droits. Ils sont parfaitement aptes à pouvoir bénéficier d'un régime juridique qui demain leur donnerait, sur la base de faits établis, le pouvoir de mettre des injonctions pour faire cesser les difficultés que rencontrent les patients. Il y a la question du débat public. Jean-François en a dit quelques mots tout à l'heure parce qu'il a essayé, nous avons essayé tous, bonne taupe que nous sommes, nous avons tous essayé de favoriser l'émergence d'un débat public en santé sur le Covid, et ça n'a pas été l'occasion. Il faut demain que ce débat public soit inscrit véritablement dans un texte et qu'une institution en soit récipiendaire. Je ne plaide pas forcément pour la haute autorité, mais on sait que pour qu'un débat public s'instaure, il faut qu'il y ait un garant de l'indépendance. Donc ça peut être qu'une autorité indépendante, ça peut être aussi le CCNE, ça peut être la Commission nationale du débat public, peu importe. Mais il faut réfléchir à cette question-là du débat public en santé forgé sur un cadre juridique, comme on l'a obtenu dans d'autres domaines. Je rappelle que ça n'est pas un rêve de gens qui s'occupent de santé. C'est le cas dans l'environnement, les grands travaux et l'urbanisme, puisque ce sont les trois métiers de la Commission nationale du débat public. Il faut, je pense, penser à un nouveau rapport de la base et du sommet. Ça ne sert à rien d'envoyer Christian Saout à la Haute Autorité de Santé si en face, il n'y a pas une fédération de patients qui s'installent et qui dialoguent avec les personnes. Ceux qui sont dans les institutions devraient être redevables devant des conseils placés dans ces institutions-là. Sinon, ça ne sert à rien. Je veux dire, moi, tout seul, je ne fais que 1/8 de l'institution dans laquelle je suis. Donc, je ne fais que 1/8 de la décision. Et s'il n'y a pas à un moment donné une mobilisation à côté pour soutenir, ça aura beaucoup de mal à avancer. Et puis, on s'est beaucoup posé la question, après 2002, ça sera le dernier élément sur ce point-là, de la question des droits. Est-ce qu'il faut de nouveaux droits pour des temps nouveaux? On sait tous aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète, c'est la vie avec la maladie pendant une longue période, ce qu'on appelle des maladies chroniques, qui nécessitent des accompagnements dont on n'avait peut-être pas besoin auparavant. Faut-il consacrer ce nouveau droit à l'accompagnement des personnes avec les dimensions qu'on a évoquées, du care, de la bienveillance, de l'attention à l'autre? Ce sont des questions qu'il faut se poser. On ne se les était pas posées en 2002 parce que ce n'était pas l'urgence du temps, mais peut-être qu'effectivement il faut savoir remettre ça sur le métier pour se poser ces questions-là. Je voudrais ensuite vous dire et vous parler de nous-mêmes. Ça me paraît un élément important. J'ai dit, je le redis, les principes de Denver, il y a 3 parties. Une partie où on invoque les États, une partie où on invoque les professionnels de santé, et une partie où nous nous invoquons nous-mêmes. Et je crois que la formule, c'était que les patients, les personnes concernées, doivent constituer des comités. Autrement dit, s'auto-organiser. Et ça, c'est un événement qui, je pense, est très très important. Et cette dimension, elle doit être pensée aujourd'hui. Il faut former des comités, et je crois qu'il faut se poser la question
Mais Camille a confié tout à l'heure un petit peu son désarroi. Si nous n'avons pas une dette de germination en ce qui concerne les acteurs de la lutte contre le sida, en se disant qu'il faut faire quelque chose pour changer la donne en santé générale, en santé publique, en santé. Or, on l'a déjà fait. Et la donne n'a pas beaucoup changé. Mais peut-être qu'il faut, je pense, et je pense à cette phrase qui est au-dessus de nous, la bienfaisance du souverain hâte leur progrès et récompense leur hâte. Non, c'est pas leur hâte, leur zèle. Est-ce qu'il ne faut pas, au fond, nous aussi, avoir un zèle de plus, essayer d'aider à la constitution d'une alliance citoyenne pour la santé qui serait peut-être utile dans notre pays? Alors je sais que Eric a déjà fait beaucoup d'efforts avec quelques amis pour créer VIF, qui est une plateforme d'échange et de captation de la colère et de captation de propositions. Mais peut-être qu'il faut faire un pas de plus pour que nous parlions tous en santé publique, en santé d'une manière générale, plutôt que de tel ou tel ancrage dans des réalités qui sont les nôtres, hein, qu'on vit, qu'on a à cœur de relever et de traiter. Mais il faut à un moment donné qu'on se pose cette question, parce que les échéances, elles vont arriver. Nous avons prochainement une échéance nationale avec la présidentielle. Nous savons probablement que si nous voulons un texte de loi qui inspire quelque chose de ce dont nous avons parlé toute la soirée ensemble, il faut qu'on soit au rendez-vous, il faut qu'on produise, il faut qu'on écrive une série de propositions dont nous avons besoin, à la fois pour les communautés que nous représentons et pour cet esprit du temps qui a tellement changé et dont François nous a dit qu'il fallait tout de même qu'on fasse émerger aussi un autre modèle, une autre façon de fabriquer de la santé, de faire de la santé. Voilà en quelques mots les réflexions de clôture que je voulais vous proposer à la demande d'Emmanuel, qui me fait toujours des demandes particulières et qui me contraignent à m'exposer un peu, alors que l'obligation de réserve des membres de la haute autorité devrait me conduire à une parole beaucoup plus mesurée, mais je n'ai pas résisté à reprendre quelques façons d'agitation.